Et c'est parti, vous connaissez sûrement Google Font et je me suis dit tiens ce serait drôle de refaire une de ces fonctionnalités, notamment celle où on va pouvoir régler comme ça la taille du texte avec ce slider juste ici. Donc on va le faire avec les variables CSS qu'on va pouvoir manipuler également en JavaScript et je trouve que c'était un bon exercice à faire. Donc ce qu'on va faire c'est ceci, voilà, directement on va copier cette fonctionnalité avec du HTML, CSS, JS et donc ces fameuses variables CSS qu'on peut manipuler en JavaScript. Donc c'est parti, on va faire ça. Vous pouvez retrouver le code source en description et on y va. Donc on va s'ouvrir et on y va. On peut commencer ici. Alors est-ce que j'ai bien mon micro allumé? Oui, c'est bon. On y va. On commence par l'HTML directement. Il faut se créer directement le contenu. Je vous mettrai les chapitres si vous avez envie de vous y retrouver, si c'est juste le CSS qui vous intéresse ou le JavaScript, etc. etc. Sinon, on y va. Évidemment, essayez de résoudre tout ça de votre côté en premier. Essayez de refaire cette fonctionnalité tout seul et ensuite venez découvrir la solution. Donc au début, on va avoir un container global et puis on va avoir notre partie slider en haut avec container head, puis un h1 styles et un slider container avec donc notre container qui aura à l'intérieur avec notre input type range, un span avec la classe nombre pixels. On a envie de savoir à quelle taille correspond le texte. Et ensuite notre input, et là il faut faire attention, type range ici. La classe, je vais lui mettre imp range. Et on peut lui mettre des attributs minimum et maximum. Minimum 8, max 300 par exemple. Voilà, parfait. Ok, donc là c'est notre head juste ici. On va en dessous et on va faire le main, ça va être nos textes qui seront juste en dessous. On peut utiliser par exemple le tag main comme ça. Hop. Et on va faire div row et puis à l'intérieur un paragraphe. Tac. Et alors le texte, je crois que c'est le texte de base ici. Donc est-ce qu'on peut le rattraper si je clique ici? Voilà. Hop. On le prend juste là. Et on le met là. Donc, almost before we knew it, we had left the ground. Ok, très bien. Et donc, on a notre range qui est juste ici. On le voit déjà. Donc là, c'est la range de base. On va la modifier légèrement. Et il nous faudra 4 rangées, par exemple. Voilà. 1, 2, 3, 4, comme ça. Et voilà, on a déjà fini avec notre HTML. On va avoir envie d'utiliser une font family qui est assez sympa, qui s'appelle Playfair Display. Donc on peut aller sur Google Font directement, Google Font, Playfair Display. Et ici on va cliquer en haut à droite et on va cliquer sur Import et on va importer comme ça notre font family. Voilà. Donc essayez de la mettre dans le head si vous pouvez, c'est mieux en termes de... Ah ben elle est déjà là. Elle est déjà là, donc vous avez juste à la rajouter. Alors quoique ici elle avait été importée avec plus de style ici, plus de font weight. Donc pourquoi? Ah oui, parce que j'ai pas cliqué sur... Ok, donc ici, si vous voulez bien sélectionner, vous cliquez une fois ici. Notamment, vous faites Add More Style, maybe. Alors, Add More Style. Non, ça rajoute rien. Alors, c'est juste le import, je le voulais en entier. Je crois me souvenir qu'il y avait un endroit où on pouvait tout rajouter d'un coup. Bon, sinon, si vous ne pouvez pas tout rajouter d'un coup, vous cliquez juste sur, à chaque fois, les regular ici. Donc, vous avez pas l'italique que vous avez juste en dessous. Donc, regular 400 juste là. Ensuite, medium 500, semi-bold 600, bold 700, 800... 900 comme ça. Tac, et donc vous avez juste à prendre import et vous voyez que ça va tous vous les prendre juste ici. Donc 900, 800, etc. ça correspond au gras du texte, d'accord, donc au gras du texte en typographie. Et donc ça va vous permettre d'utiliser plusieurs font weight, d'accord, au poids du texte, au gras du texte. Donc vous allez pouvoir le prendre juste ici. Alors 400, 500, 600, 700, 800, 900. Et là, qu'est-ce que j'avais là? Ah oui, d'accord, donc là il y avait l'italique aussi. Mais l'italique, si je dis pas de bêtises, on va pas l'utiliser. Donc on peut juste mettre le gras de base et non pas le gras en rapport avec l'italique. Ok, donc maintenant que ceci était fait, je reviens sur ce que j'avais dit. Essayez de l'importer dans votre head de manière générale, parce que c'est mieux en termes de performance quand vos fichiers et vos ressources vont charger depuis votre serveur. Mais bon, là, vu que c'est juste pour l'exemple, on peut le mettre ici. Très bien. Ok, c'est bon. On va pouvoir faire le CSS. Donc dans notre CSS, on va pouvoir déclarer une variable CSS. Donc pour ce faire, on va dans notre HTML par exemple ici, et on peut faire --, text size, et on lui met de base 54 pixels. De base, on a envie de démarrer à 54 pixels. Ok. Donc là, je l'ai mis dans l'HTML, ce qui veut dire que ça va avoir un scope, ça va avoir une portée à tous les éléments qui sont à l'intérieur de mon HTML. Donc typiquement à tous les éléments. Il y a une autre manière de déclarer nos variables, on peut les déclarer avec root comme ça, et on les déclare à l'intérieur. Ça va faire plus ou moins la même chose. D'accord? Ok, une fois qu'on a ça, notre body, on va lui mettre un
center partout, donc j'ai un petit snippet qui va le faire directement, display flex, justify content center, align item center. Background color, on va mettre F1, F1, F1. Et font family, la fameuse playfair display qu'on a rajouté, sinon serif. Voilà, parfait. Le container va prendre une width de 90% avec max width 1100 pixels comme ça. Et un peu de marge en haut, 150 pixels auto comme ça. Parfait. Donc hop, on a bien nos éléments juste ici. Parfait. On peut s'occuper du container head là où il y a notre input range avec display flex, line item center et justify content space between. On a envie de mettre de l'écart entre ma range ici et mon style, ce que j'ai juste ici. Parfait. Ensuite, on fait container head h1. Ok. Font femme, on va mettre du sans serif ici pour faire un peu du font pairing. Donc, on n'utilise pas la même police d'écriture pour les deux styles de texte qu'il peut y avoir dans un site. Ça rend mieux visuellement, ça fait un design qui est plus joli quand vous utilisez comme ça deux polices d'écriture, que ce soit du serif sans serif ou même sans serif, serif, etc., etc. Ok. Ensuite, on va styliser le slider. Donc, on va se l'écrire ici juste pour bien se le séparer. Donc, slider container, on va juste mettre display flex align items center. Ok, donc là on est sur le slider container, donc à l'intérieur de celui-ci. Le nombre de pixels, NB pixels comme ça. NB pixels. On va mettre un marge right de 50 pixels. Font weight bold, donc le poids du texte, le gras du texte bold. Couleur 333 et font femme sans serif. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien dans le texte vu qu'on n'a rien écrit, mais on peut aller ici dans le nombre de pixels et écrire 54 pixels comme ça de base par exemple. Et on va le voir juste ici, 54 pixels. Ok, parfait. Ok, très bien. Donc maintenant, on peut attaquer notre input type est égal range. Alors, type est égal range comme ça. On va s'occuper nous-mêmes de son style en fait. De base, c'est un style qui est pas si mal, hein. Le style n'est pas si mal, mais on va s'en occuper pour pouvoir vraiment changer tout ce qui est couleur, etc. Et le gérer aussi avec notre JavaScript. Donc min width, on va mettre 350 pixels, on va mettre une hauteur de 3 pixels. Un background qu'on va mettre RGB 36, 115, 232. Voilà. Ensuite, on met un WebKit. Donc le vendor WebKit Appearance None. Et Outline None. Et regardez, c'est venu un peu le rétrécir comme ça et lui enlever du style avec WebKit Appearance None comme ça. Et nous, on va avoir envie de gérer tout ce qui est le dégradé linéaire directement en JavaScript. Donc on fait ici background, linear gradient. Ok. Et on va faire du 90 degrés. RGBA 36, 115, 232. Alors 36, 115, 232,1. 63%, virgule, RGBA, 199, 221, 249, 1, 63%. Qu'est-ce que ça veut dire, ceci? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous le dézoome un cran si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on va avoir donc 90 de gauche à droite. La première couleur, ce bleu un peu plus foncé, qui va aller jusqu'à 63%. Et ensuite, à partir de 63%, on va avoir cette couleur bleu clair. Et vous voyez, on a bien ça. C'est-à-dire, hop, jusqu'ici, on a du bleu foncé, puis ça continue en bleu clair. Et le tout, là, on va pouvoir le gérer également en JavaScript. Vous allez voir que c'est... Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va s'occuper du sum, c'est-à-dire de ce qu'on peut toucher juste ici. Vous voyez, ça s'appelle le sum, ça veut dire pouce en anglais, ce qu'on peut attraper en fait de manière générale. Donc d'abord, on doit le faire pour Chrome et Safari. C'est quelque chose qui n'est pas facilement stylisable, et donc on doit le coder d'une certaine façon. Donc input type est égal range, 2.2. WebKit, encore une fois. WebKit, slider, sum, comme ça. Voici avec quoi on peut attraper un sum et on peut commencer à le styliser avec Chrome et Safari, avec ce vendor spécial. Donc encore une fois, on fait WebKit Appearance None. On peut lui donner une hauteur de 15 pixels, une largeur de 15 pixels, un background de 4, 7, 3, E, 8 et un border radius de 100%. Ensuite, on lui met un cursor grab, hop, et normalement, on l'a bien stylisé. Vous voyez, il est juste ici, donc on a un petit grab ici, vous voyez que notre curseur change, et puis on peut le monter et le descendre. Voilà, on peut changer la couleur si on veut, j'aurais pu mettre red ici si on voulait un truc plus différent. Vous voyez qu'on a bien notre couleur juste ici. Alors il faut savoir que toutes les propriétés ne fonctionnent pas avec le sum, c'est quelque chose qui est difficilement stylisable. Donc voilà, vous pouvez changer les couleurs, un peu la taille,
pouvez en faire un rond ou un carré, etc. Mais sinon, il n'y a pas trop de possibilités non plus. Ok, on peut copier ça et le coller en dessous pour Firefox. Pas Firebase, Firefox. Tac, et donc ici, au lieu de mettre WebKit Slider Sumb, on doit mettre -moz range sumb. Donc comme vous savez, les navigateurs n'ont pas encore les mêmes compatibilités. En fait, il y a des différences de compatibilité entre les navigateurs. Donc parfois, il faut changer les sélections, notamment si on a envie de changer ce genre de choses. Donc ça n'arrive pas tous les jours qu'on a envie de changer ce genre de choses, mais là, ça peut être utile de vouloir le changer comme ça. Ok, très bien, parfait. Donc une fois qu'on a ça, on peut descendre et on peut se styliser en dessous le main. Ça va être plus simple. Margin top 100 pixels. Ensuite, pour chaque rangée, on va mettre une position relative. Padding 40 pixels 0. Border top 1 pixel solide. Hashtag DADCE0. DADCE0, parfait. Ensuite, on peut faire maj alt flèche du bas pour dupliquer. Border bottom 1 pixel DADCE0 à nouveau. White space no wrap pour éviter que ça passe à la ligne. Nos lignes, on veut juste les voir s'agrandir, mais pas passer à la ligne. Donc on met bien overflow hidden et text overflow ellipsis. Lorsque ça dépasse, ça se transformera en 3 petits points. Ok. Ensuite, row nth child even. On leur met border 0. Voilà. Et donc ça va éviter d'avoir des bordures en doublon comme ça. Donc c'est even comme ça et pas event. Ok, parfait. Donc on voit qu'on a nos petites bordures, on voit qu'on a notre texte ici, ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, quand on va l'agrandir, on a envie que ce soit flouté sur le côté quand ça commence à dépasser. Pour ça, on va utiliser un pseudo-élément after. On l'instancie à 0, à rien du tout, comme ça avec content rien du tout. Position absolute, display block, top 0, right 0, height 100%, width 10%. Et là, on va encore jouer sur un dégradé linéaire. Donc au début, on met un background RGB au cas où le dégradé ne fonctionne pas. Bon, même si c'est de plus en plus rare que ça ne fonctionne pas, on va mettre 241, 241, 241 ici. Très bien. Et sinon, c'est parti pour le linear gradient à nouveau. C'est le dernier en CSS, ne vous inquiétez pas. 90 degrés. RGBA 241 x 3. Et 0.42. Hop, on met 0, 0%. Virgule, RGBA, encore une fois 241, 241, 241, 1 et 62%. Alors, qu'est-ce qui se passe encore une fois? 90 degrés, toujours, donc de gauche à droite, donc gris de 0% ici jusqu'à 62%. On va avoir en fait une sorte de dégradé qui va passer du gris au blanc comme ça. Voilà. Ok, donc on peut s'occuper de nos paragraphes juste ici, en le liant avec notre variable CSS, var-text size. Voilà, parfait. Et puis pour terminer, un peu de media query. Donc juste @media screen and max width 780 pixels. Notre container head va passer en flex direction column. Voilà. Et notre container head H1 va prendre margin bottom 40 pixels. Voilà. Parfait, on a fini avec tout ça. Voyons voir. Hop, si je passe juste ici. Tac. Alors, ça passe en colonne, certes. Ça passe en colonne. Oui, après, de toute façon, voilà. Ça passe en colonne. On aurait pu l'aligner à gauche, si on veut. On aurait pu tout aligner à gauche avec un align items flex start, par exemple. Alors, pas flex center, flex start. Hop, et ça aurait tout aligné à gauche, par exemple. D'accord? Donc, ça fait tac, 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 tac. OK? Parfait, donc on a notre style juste ici, on voit qu'on a notre flou qui apparaît un petit peu comme ça vers la droite avec notre dégradé linéaire qu'on a fait juste ici. Maintenant, il va falloir gérer tout ça avec le JavaScript. Donc quand je vais changer comme ça ma range, eh bien j'ai envie qu'il se passe quelque chose, Donc de base, on a notre range qui est juste ici. Alors de base, c'est vrai qu'en CSS pur, on aurait pu l'arrêter à 50% ici. Pourquoi? Parce que de base, vous allez avoir un input type range qui va se placer à 50%, donc si jamais le JavaScript ne fonctionne pas, au moins que ça fasse pas un petit truc bizarre, ça sera comme ça affiché au milieu comme ça. D'accord, donc on peut utiliser le JS maintenant, et on va pouvoir faire la partie technique, la partie logique. Donc on a besoin de prendre notre range pour commencer, const range est égal document.querySelector imp range. Voilà. Ensuite on prend notre span pixels.
Donc le petit texte pixel qu'on va avoir à côté. Parfait. On va avoir une base value, donc la valeur de base qui va être 54 pixels comme ça, parce qu'on a envie d'instancier toute notre logique avec cette valeur de base. Donc range.value de base va prendre base value. Malheureusement, on ne peut pas mettre de valeur de base. On peut mettre min, max, mais on ne peut pas mettre de valeur de base. Donc vous voyez qu'en JavaScript, ensuite, si JavaScript fonctionne bien, ça prend le relais et ça va commencer à mettre la valeur de base à 54. Ensuite, spanpixels.innerText est égal base value. Tac, base value, pixel comme ça, parfait. Donc là, c'est la valeur qu'on a mis de base en HTML, mais si on l'omet, d'accord, si on ne la met pas, eh bien c'est JavaScript qui va s'en charger et l'écrire tout seul comme ça, d'accord? Parfait, parfait. Et donc ensuite, on doit commencer à mettre le background de ma range ici, qui doit correspondre à la position de mon sum. Et pour ce faire, je vais appeler une fonction background range, et je peux lui passer ici 100 fois base value divisé par 300. Divisé par 300. Donc pourquoi divisé par 300? Parce que ça va être la valeur max que j'ai mise juste ici, max 300. Et donc j'ai envie d'avoir un pourcentage par rapport à ma base value. Et donc maintenant il va falloir créer cette fonction. Background range. Percentage, ça va prendre un pourcentage. Et donc ce qu'on va faire, c'est range.style.background. Alors, .style.background est égal, on ouvre les backticks et on va écrire le dernier dégradé linéaire, mais qui sera cette fois-ci dynamique, qui va changer en fonction de ce que je fais avec cet input temp range. Donc, linear gradient 90 degrés, RGBA 36, 115, 232, 1 comme ça. $percentage, donc, par rapport à là où je suis sur mon sum, donc %, virgule, RGBA 199, 221, 249, 1. Et encore une fois, $, j'ouvre, percentage, et j'oublie pas le petit signe derrière. Ok, c'est terminé, c'était pas facile à écrire, mais en fait, ce qu'on va faire ici, c'est quand on va avoir le pourcentage ici, vous voyez qu'il est parfait ici. Pourquoi il est parfait? Parce que si on l'inspecte, on voit que le pourcentage est à 18%. Donc 54 de 300, ça fait apparemment 18%. Ok, 18%. Et donc je lui dis, le premier bleu, tu vas jusqu'à 18%, c'est ce qu'il fait. Le second bleu, tu démarres à partir de 18%. C'est ça que ça veut dire le pourcentage ici. Donc ça fait bien le premier bleu et le second bleu. Et en fait, on a bien l'exacte position dans la range comme ça. Donc là, on vient de l'instancier, on vient d'initialiser tout ça. Mais maintenant, il faut l'update quand je fais ça. Ça ne fonctionne plus. Donc il faut l'update. Il faut un event listener. Donc on peut le mettre entre les deux comme ça. Ou alors... si, allez, on peut le mettre entre les deux comme ça. Juste, c'est une histoire de présentation, hein, rien de bien grave. Vu qu'en JavaScript, vous avez le hoisting qui va bien s'occuper de toutes les fonctions quand le fichier se fait exécuter. Donc, on rajoute un event listener à notre range ici, lequel input, qui va appeler update range, comme ça. Il va appeler update range. Donc, on peut s'en occuper ici. Function update range. On a envie de prendre l'objet d'événement vu qu'on a envie d'avoir la valeur de notre range. Et donc d'ailleurs, cette valeur, on va la mettre dans une constante. Const value est égal event.target.value. Pourquoi j'utilise une constante ici et pas let? Parce que à chaque fois que la fonction va être appelée, la constante va être envoyée dans le garbage collector. Donc ça va être envoyé à la poubelle si vous voulez, et ça va se réinstancier à chaque fois que notre fonction va être appelée. Il ne faut pas croire que si vous mettez un const ici, en fait ça va rester const pour toujours. Et du coup la valeur, on ne va pas pouvoir la réassigner ou quoi que ce soit. D'accord? À chaque fois que la fonction va être appelée, ça va être envoyé au garbage collector. Donc à la poubelle. Et on pourra recommencer à chaque fois. Donc on peut mettre des constantes ici. C'est même mieux en termes de sécurité. Voilà. Ensuite, const percentage, donc le nouveau pourcentage, ça va être 100 fois la valeur divisée par 300. C'est le même calcul qu'on avait fait plus haut, mais cette fois avec la valeur qui nous vient de event.target.value, c'est-à-dire de notre range. Donc une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ce pourcentage, qu'est-ce qu'on fait avec? Une fois qu'on a cette valeur, qu'on a ce pourcentage, d'abord on commence par changer le texte. Spanpixels.innerText est égal, j'ouvre les backticks, $accolade, value pixel. Comme ça, parfait. Ensuite, background range, comme ça, de percentage. Et update size. Et là, je vais pouvoir lui envoyer la value qu'on a juste ici. Donc ça va update le background range ici. Update size, on ne l'a pas encore créé. Donc pour l'instant, normalement, on devrait juste avoir
notre background qui s'update. Et vous voyez que ça suit ma range ici. Ça suit ma range vu que à chaque fois que je déclenche cette fonction, je rappelle celle-là, d'accord? Et donc ça va bien update tout ça à chaque fois. C'est génial, et c'est dynamique, c'est JavaScript, on adore. Donc ça, si je le undock par exemple, et que je vois ça ici, regardez, hop, ça va changer comme ça en permanence. Ça va également changer le texte juste au-dessus. Génial, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Il nous manque une dernière chose, peut-être changer le texte en fonction de tout ça. Hein. Il serait temps de changer ceci. Ok, donc on va se créer notre update size juste ici. Update size, tac. Ça va prendre le text size en paramètre. D'accord? Et donc il faut essayer de faire des petites fonctions comme ça qui vont à chaque fois avoir, j'allais dire une fonction, donc une chose à faire. Comme ça c'est plus facilement compréhensible, on peut les réutiliser facilement. Et il faut éviter d'avoir des fonctions avec des corps de fonctions énormes qui vont faire plein de choses différentes. C'est mieux d'avoir des petites fonctions qui ont une utilité comme ça. Et donc ici ça va être quoi l'utilité? Qu'est-ce qu'on a envie de toucher avec cette valeur? Eh bien en fait on a envie de changer notre variable CSS ici. D'accord? On a envie de la changer en JavaScript. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut. Pour ce faire, on peut faire document.querySelector HTML, .style, .setProperty. Donc, property, c'est un autre nom pour les variables CSS. Laquelle, alors ici, on lui passe un premier argument, laquelle, --text size. Et virgule, ensuite, on a envie de lui passer sa valeur. Et sa valeur, ça va être text size, juste ici. Alors, text size, il faut lui rajouter pixel. Donc ici, on ouvre les accolades. De là, hop, on utilise, text size. Text size juste ici, et on n'oublie pas pixel après. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut changer? Text size, et on veut lui rajouter la valeur suivie de pixels, comme ça, suivie de pixels. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Et voilà, c'est bon, ça fonctionne. Vous voyez que mon texte va s'agrandir comme ça, exactement comme avec Google Fonts qu'on a juste ici. Vous voyez que, hop, ça va grandir, rétrécir. Et là, ça va être la même chose. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, à un moment donné, quand la scroll bar ici va disparaître, ça va faire une sorte de bond comme ça, parce que vu qu'elle disparaît, ça redonne un peu d'espace et de largeur à notre texte. C'est pour ça que ça risque de faire un petit bond comme ça dans notre slider. Bon, ça on aurait pu le gérer en regardant le moment précis où la scroll bar s'efface. Mais bon, c'est juste pour vous montrer un exemple ici, on va pas aller non plus trop dans les détails ici. On voit que ça fonctionne bien et que c'est plutôt sympa. Ça nous permet de voir comme ça, en temps réel, ce que ça va donner, notre police d'écriture, la taille du texte, est-ce que ça va donner quelque chose de bien en grand, en petit, etc. etc. Voilà. Donc c'était plutôt cool, un petit projet en JavaScript comme ça, Vanilla JavaScript, assez sympa pour pouvoir gérer les variables CSS de manière globale, pour pouvoir utiliser également et styliser cet input type range qui peut être assez sympa, ça peut donner une fonctionnalité plutôt cool à vos utilisateurs. Voilà pour ça, likez, partagez, abonnez-vous, venez sur le Discord, la newsletter, venez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine.